sauter sur la première boulangerie quand on a faim, acheter en ligne un nouveau matelas à 2h du matin après avoir posé une question à son associé à minuit et avoir demandé 10 fois à la personne rencontrée hier sur les réseaux ce qu'elle fait. Là, tout de suite, maintenant, avoir droit au bonheur ou vouloir obtenir satisfaction à tous ses désirs dans notre monde idéal, il n'existe ni faille ni délai et au moindre temps mort, nous partons voir ailleurs. Pourquoi cette avidité? Comment calmer le jeu? Et surtout, comment cesser de tout vouloir tout de suite? 52 minutes pour y répondre. Ça va être difficile, mais on va y arriver, j'espère, avec nos 3 invités. J'ai la joie de recevoir, pour commencer, Juliette Marty-Grolias. Bonjour Juliette. Bonjour Maria. Ravie de vous recevoir. Vous êtes psychologue clinicienne, spécialisée dans les troubles addictifs. On n'a jamais autant entendu parler d'addiction qu'en ce moment. C'est peut-être un hasard. On va voir en tout cas si ce n'est pas le cas. Point d'interrogation. Vous êtes l'auteur d'un blog, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier 50 exercices pour se libérer des addictions chez Erol, tout simplement. Nous sommes également en compagnie de François Espéret, que nous commençons à connaître, pour ceux qui nous suivent, bien sûr. Bonjour François. Bonjour. Je ne sais jamais comment il faut vous appeler. Vous vous appelez François. François, c'est bien. Ça vous va? Merci, ça me simplifie la vie. Prêtre orthodoxe que vous êtes, vous avez publié notamment Descente vers la résurrection chez Desclés de Brouwer il y a quelques temps maintenant, mais qui n'a pas pris une ride. Vous êtes également papa de 6 enfants, même si certains sont grands, j'aime bien le préciser quand même. Et enfin, nous sommes en ligne avec Didier Pleu. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes toujours docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Vous dirigez l'Institut français de thérapie cognitive. Alors parmi donc ces livres, on peut mentionner De l'enfant roi à l'enfant tyran, Exprimer sa colère sans perdre le contrôle, Un enfant heureux, les 10 commandements du bon sens éducatif. Et on peut évidemment parler du dernier puisqu'il est complètement en lien avec notre émission, L'autorité éducative, une urgence. Alors pourquoi c'est en lien avec l'émission du jour, Didier Pleu, évidemment, puisque cesser de tout vouloir tout de suite, j'imagine qu'il y a une histoire dès l'enfance, il y a une histoire qui se joue dès l'enfance, à savoir peut-être avons-nous appris à attendre ou pas, à accepter d'être frustré, et ça j'imagine que vous en êtes témoin, cher monsieur, cher Didier Pleu. Oui, je le vois bien en consultation, et je le vois aussi dans les conférences quand je communique avec les parents. Il y a vraiment un lien, vous l'avez bien fait, entre cette pulsion qu'a l'être humain vers le principe de plaisir et puis l'éducation. C'est évident que je disais ça je citais dans mon livre, même si c'est une citation qui peut paraître un peu excessive, mais Primo Levi disait en parlant des nazis que ce n'étaient pas des monstres, mais que c'était des gens finalement mal éduqués. Et je pense tout à fait comme lui, si on laisse l'humain dans son principe d'immédiateté, dans sa biologie du plaisir, je ne dis pas tous les tempéraments, il y a des tempéraments beaucoup plus distanciés que d'autres, mais il y a des tempéraments gourmands, fougueux, pulsionnels, et s'il n'y a pas une éducation, oui, à la frustration, à la réalité, bien sûr avec de l'amour, de l'empathie, de la reconnaissance, mais une éducation qui apprend à ces tempéraments trop gourmands de la vie qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, que l'immédiateté, c'est souvent de l'hédonisme à court terme, mais ce n'est pas du bonheur réel, la consommation immédiate, etc. Tout ça, ça s'éduque, mais pour éduquer, faut élever. Et pour élever, je n'arrête pas de me battre depuis je ne sais combien de temps pour dire aux parents, soyez à la verticale de vos enfants. Faites autorité et non pas cette pseudo-horizontalité qu'on voit depuis 40 ans. La frénésie du bonheur, c'est à part le titre d'un livre, celui d'un certain Luc Ferry, Juliette Marty-Grolias, dans votre cabinet, vous pouvez témoigner de ce qu'évoque Didier Pleu, à savoir cette espèce de difficulté à accepter les frustrations, à vouloir assouvir ses besoins tout de suite et maintenant, etc., etc. Alors moi, je vais le retrouver surtout sur un public adulte, où effectivement, ils ont grandi avec cette idée de « il faut pas attendre, je veux tout de suite ». Et alors on le retrouve souvent beaucoup dans les addictions, avec le principe de la consommation qui va permettre un bien-être immédiat, d'atténuer une émotion tout de suite maintenant, et surtout une intolérance totale à la frustration, avec cette idée que si j'attends, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer finalement en attendant, et qui génère beaucoup d'angoisse chez les patients. La maladie du 21e siècle, François Espéret, ou finalement c'est peut-être celle du 21e siècle, mais c'est surtout celle de l'origine de l'homme. Il y a un midrash qui explique que le péché d'Adam et Ève n'est pas d'avoir pris le fruit, mais de l'avoir pris trop tôt, Dieu leur ayant interdit de le consommer pendant 3 heures. Et donc ils n'attendent pas et ils consomment le fruit dès la première heure. Et donc ce péché originel est un péché contre le temps
qui consiste à vouloir le fruit sans le processus qui a permis au fruit de pousser. Et on retrouve cet interdit après dans la Torah, dans l'interdit de consommer les fruits des arbres plantés en Israël les 3 premières années. Et on retrouvera également dans le christianisme un Dieu qui s'incarne et qui passe 30 ans de vie non publique, puis 3 ans de prédication et qui met même 3 jours à ressusciter, comme si cette insistance des Écritures sur le temps et sur le fait qu'on ne déroge pas au temps, et Dieu lui-même ne déroge pas au temps, puisqu'il crée le monde en 6 jours plus 1 pour se reposer, alors que dans sa toute-puissance, il aurait bien pu évidemment faire tout jaillir en un clin d'œil. Donc le temps, il est absolument omniprésent, et on peut considérer qu'à la source de tout péché, il y a une atteinte au temps. Intéressant ce rapport au temps. Je pensais pas du tout qu'on allait embrayer là-dessus. Merci François Espéré. On est toujours sur Piaf, François Espéré. Didier Pleu, ça c'est intéressant. Quelle est votre vision à partir du temps, le prisme du temps? Il est intéressant à analyser ou pas, selon vous? Le rapport au temps que nous avons aujourd'hui, au fond. Le rapport au temps, il est voulu par les marchands. Les marchands veulent de l'immédiateté. Parce que quand je parle à des publicitaires et que je leur dis vous exagérez un peu à tout le temps solliciter les jeunes en consommation, eux ils me disent mais on va pas attendre Noël pour les cadeaux. Donc il faut qu'on transforme. Donc il faut tout le temps qu'il y ait de la provocation à la consomme. Il faut tout le temps séduire les jeunes pour acheter ceci, cela. Et c'est vrai que c'est le fameux processus, malheureusement les neuroscientifiques le savent, c'est le processus chimique du circuit de la récompense dans le cerveau. C'est-à-dire plus on est dans un principe de plaisir immédiat et plus on tombe dans la dopamine qui en veut un peu plus, cette chimie, cette molécule, etc. Donc c'est pour ça que les addictions aux écrans, les addictions à la nourriture, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc tout ça, effectivement, si on est simplement témoin de tout ça, on a une jeunesse qui est quand même addicte et malheureuse. Pas tout le monde, mais beaucoup. Par contre, si les parents commencent à reparler, alors j'aime bien parce que maintenant, le mot intolérance aux frustrations, il est commun. Alors qu'il y a 30 ans, quand je l'ai ramené les États-Unis avec la notion d'hélice, on me disait frustration, quel vilain mot. Maintenant, beaucoup de professionnels insistent sur le fait qu'il y a des pathologies d'intolérance aux frustrations, c'est-à-dire des pathologies d'immédiateté. On refuse l'école, on refuse tout ce qui est dur, tout ce qui nécessite un effort, tout ce qui est effectivement inscrit dans le temps et qui nécessite de l'attente. Mais pour ça, il faut l'apprendre. Et c'est là que j'arrête pas de dire aux adultes, mais c'est à vous d'enseigner ça. C'est pas naturel chez l'enfant. Donc tout le monde, c'est l'école de le faire, l'école d'ici aux parents, etc., etc. Non, tout le monde doit s'impliquer dans cette histoire il faut lutter contre la propension à l'immédiateté de l'être humain qui n'est pas bonne, car ça a été dit précédemment, c'est tomber dans n'importe quoi. C'est se déshumaniser. La première pub, c'était la pomme. Alors, si je comprends bien, François Espéré, le premier slogan, mange cette pomme tout de suite, sinon tu seras fort malheureux. Finalement, Juliette Martigros-Léas, vous le constatez également, ce rapport au temps est intéressant, effectivement, comme l'a précisé à nouveau Didier Pleu. Moi, je le retrouve chez les patients avec une tendance à soit vivre dans le futur, à qu'est-ce qui va se passer après, c'est quoi l'étape d'après. Ou alors de vivre complètement dans le passé. J'aurais dû faire ceci, ça aurait été mieux si j'avais fait cela. Et finalement, il n'y a pas de vie dans le présent. Et on est toujours à courir après ce temps-là, avec cette impression qu'on est en train de perdre son temps si on ne fait pas les choses tout de suite. Et où du coup, effectivement, il faut la réponse. Vous parliez d'email tout à l'heure, la réponse de l'email tout de suite. Pourquoi il ne m'a pas répondu? J'attends la réponse. Et on prend pas le temps. Cerveau, etc. C'est complètement fou. Et ça va générer de l'anxiété, du coup, à attendre et à se demander pourquoi la réponse n'arrive pas, pourquoi ceci n'est pas en train de se passer. Mais c'est vrai que c'est bête, mais l'histoire d'une salle d'attente, par exemple. Autrefois, avant les smartphones, ça posait aucun problème. On attendait, puis on attendait, en fait. C'était comme ça. Ou alors on avait un livre, on avait la chance d'avoir un bouquin dans son sac où il y avait des journaux sur une table. Et on attendait vraiment pour de vrai. Aujourd'hui, on n'attend même plus, François Espéré. On n'attend même plus, en fait, parce qu'on est tout de suite, pouf, on sort on dégaine, quoi. Oui, on est vraiment tous complètement pris dans ce dispositif d'addiction. On regarde un métro retardé de 3 à 4 minutes sur la ligne 1 et on soupire. On a maintenant 4 ou 5 fois sur un Paris-Londres le conducteur qui nous annonce qu'on est en retard de 13 minutes, mais comme on a roulé plus vite, ça va descendre à 9. On a une petite pointe de soulagement.
Et finalement, tout ce temps, donc on est pris dans cette course et on s'est rendu progressivement incapable du présent. Et même quand on choisit exactement un loisir pour notre plaisir, parce que comme on est adulte, on a le droit, on se le gâche nous-mêmes. Et on est passé du cinéma où on regarde le film du début à la fin à Netflix ou les trucs sur les ordinateurs où on accélère. Il y a des études qui montrent que la plupart des gens ne regardent pas l'intégralité linéaire de la chose. De la même manière, les gens regardent une vidéo YouTube pédagogique plutôt que de lire. Et c'est aussi une manière de se soustraire au processus de l'éducation qui a lieu dans le temps. Mais on est vraiment malheureusement tous concernés. Je pense qu'on a tous des manifestations d'impatience qui sont assez pathologiques et qui ont été créées par la modalité actuelle de la société. Comment faire, Didier Pleu, quand effectivement nous, les parents, sommes déjà soumis à tout, avons malheureusement tendance à répondre positivement à tous les stimuli de notre société. Il faut commencer par là, si je comprends bien. On n'a pas trop le choix, il n'y a pas mille solutions. Si on veut que nos enfants prennent le temps d'apprendre, fassent des efforts, sachent attendre tout court, sachent s'ennuyer, etc., il faut s'éduquer soi-même. Ça commence comment, l'éducation de soi-même, finalement? Oui, non, mais vous avez raison. Et c'est le souci quand je dis qu'il faut que les parents fassent autorité. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'ils soient parfaits. Mais faire autorité, c'est aussi montrer aux enfants, par exemple, que nous-mêmes, on est prisonniers de toutes ces stimulations d'écran, etc. Montrer que c'est dur, mais montrer aussi qu'on peut s'en séparer, quoi. Je voyais ça avec mes petits-enfants qui viennent en vacances, qui sont quand même très écrans. Je leur explique que moi aussi, j'ai envie de voir si j'ai des mails, des trucs, des nouvelles, des choses comme ça, mais qu'on a autre chose à faire. Donc on décide tous les trois de mettre nos écrans, nos smartphones ou je ne sais quoi dans une boîte. Et puis voilà, mais je leur dis pas, c'est simple, éviter les écrans. Oui, c'est dur de résister. Mais si on ne se donne pas une sorte de petite discipline de vie, on ne va pas le faire. Et c'est ça que je demande aux parents, c'est pas de faire de la moraline, de je ne sais quoi toute la journée en disant c'est pas bien, en disant c'est difficile la vie, c'est difficile de lire un texte en entier, c'est facile d'aller sur Wikipédia, c'est difficile de préparer un repas avec des bons ingrédients, d'aller au McDo d'à côté. C'est ça qu'il faut montrer aux enfants. Oui, on est tenté par tout ce que veulent les marchands, mais ça ne donne pas beaucoup de bonheur, et surtout c'est irrationnel. On ne peut pas exceller en sport si on ne s'exerce pas, on ne peut pas être bon en musique s'il n'y a pas de solfège, on ne peut pas être bon en langue étrangère si on n'a pas les déclinaisons anglaises, allemandes, etc. C'est ça qu'il faut que l'adulte te dise. Ne rêve pas, ce que veulent les marchands et ta biologie plaisir, c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas d'aller de l'arme, c'est pas ça du tout. La réalité, c'est on peut apprendre à vivre en harmonie avec les autres si on n'est pas dans ce processus de consommation. Ouais, c'est intéressant de dire, effectivement, la première chose que je retiens, Didier Pleu, Juliette Marty, voilà, c'est, je ne sais pas quel conseil vous avez à commencer à donner à nos auditeurs qui nous écoutent ce matin, notamment les parents, mais c'est de se dire, de dire à nos enfants carrément, oui, c'est difficile, je ne suis pas, par exemple, moi-même arrivée là où j'en suis, comme ça en un claquement de doigts, ça se serait, n'est-ce pas, et c'est pour tout, tout est comme ça, hein, les préparations des repas, je sais pas, enfin tout ce qu'on entreprend dans notre quotidien au fond. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de dire, oui, c'est difficile. On n'ose pas forcément dire à nos enfants, oui, on veut leur cacher un petit peu les coulisses de ce qu'on... mais en fait, non, il faudrait pas finalement. Vous êtes d'accord avec ça, Juliette? Ça pourrait être effectivement d'exprimer le fait que c'est difficile, de pouvoir exprimer aussi les émotions que ça engendre, le fait d'être en train d'attendre. Ou de ne pas y arriver tout de suite aussi. C'est ça, de parfois avoir cette fameuse frustration, de l'agacement, de l'impatience. Finalement, c'est des émotions normales. Et c'est important de pouvoir les exprimer et de pouvoir le dire effectivement aux enfants. Et par rapport à, dans les idées d'éducation, ça peut aussi être de retarder un tout petit peu les fameuses récompenses qu'on peut avoir et de retarder le tout de suite. À s'exposer un petit peu à qu'est-ce que c'est d'attendre finalement 3 minutes avant la gratification, 3 minutes avant d'avoir le nouveau jouet, 3 minutes avant que le repas soit prêt, 3 minutes de pleine conscience d'attente du métro alors qu'on sait qu'on va peut-être être en retard. Tout ça, finalement, ça permet de s'habituer et de s'exposer à ces situations pour qu'elles soient plus...
d'acceptable dans le C'est quotidien. intéressant ce que dit Juliette. S'observer, François Espéré, c'est assez intéressant dans un premier temps, parce que quand on écoute par exemple cette émission, quand on vous entend tous les trois, alors on se dit mais non, moi je suis pas du tout pressé, etc. Puis sauf quand on s'observe sur le quai du métro en sortant de chez soi et qu'on râle parce qu'il y a 3 minutes de plus d'attente, déjà s'analyser, c'est bien, c'est un bon premier... Pour savoir sur le cursus où est-ce qu'on en est sur l'échelle de l'impatience. Oui, il faut s'analyser. Les époques ne sont pas toutes identiques. Il y a eu des époques régies par sans doute trop de discipline et où le désir était brimé et presque illégitime. Et puis nous, on est dans une époque où le désir a tous les droits et où la discipline est illégitime. En réalité, ces deux mouvements doivent s'équilibrer en l'homme, comme il s'équilibre dans la création. Il y a un mouvement profondément expansif de Dieu. Mais s'il n'y avait que ce mouvement expansif, il y aurait 72 planètes et des humains à l'infini. Mais ce mouvement expansif, il est contrebalancé par un mouvement de contraction, de sévérité. Dans la Kabbale, on appelle ça chesed, le mouvement expansif, la générosité de Dieu, et gvura, la justice, la rigueur. Et donc c'est le jeu de ces deux forces qui organise la vie dans la nature et qui doit aussi les organiser dans la vie sociale. Est-ce qu'on peut résumer cela, si je peux me permettre, entre équilibrer le fait d'accepter les petites joies de la vie, les plaisirs de la vie, les grâces de la vie, et puis l'effort. C'est un peu ça que ça veut dire ou pas dans le texte? C'est l'alchimie des deux qui va ordonner la vie biologique, ouais, et qui va ordonner la vie sociale et qui va donner une trajectoire humaine. Parce que là, on n'est pas, vous avez raison, merci François, parce qu'effectivement, on n'est pas là en train de condamner non plus le plaisir en tant que tel. Hein, on est d'accord, c'est ça que vous voulez dire aussi d'ailleurs, mais l'ordonner. Il faut un désir qui arrive à rencontrer l'ordre. Parce que sinon, ce désir va rien donner. Il va être comme une semence séminale jaillit dans la masturbation. C'est-à-dire que ça donne pas de la vie. Et ça donne d'ailleurs, dans les cas des addictions, etc., des plaisirs toujours éphémères, de plus en plus éphémères, de moins en moins importants. Pour que notre désir soit fécond, il faut rentrer dans un certain processus de contrainte et un certain processus qui a à voir avec le temps. C'est-à-dire qu'un orgasme, c'est 1 seconde pour un homme, et une gestation, c'est 9 mois. Et donc, il y a bien cette idée pour qu'un plaisir devienne quelque chose qui apporte une fécondité au monde, il faut rentrer dans une forme de cadre et de discipline. Eh bien, lui a travaillé beaucoup, comme d'autres compositeurs, c'est Jean-Baptiste Lully, l'Orchestre du Roi Soleil. À tout de suite.
De retour dans ce studio sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous nous interrogeons comment cesser de tout vouloir tout de suite. Eh bien, ça s'éduque, mesdames et messieurs. Je commence à le comprendre à ce niveau de l'émission. Avec mes 3 invités du jour, Didier Pleu, docteur en psychologie du développement, qui a écrit de nombreux ouvrages. Le petit dernier, L'autorité éducative, une urgence aux éditions Odile Jacob. Nous sommes également en compagnie de François Espéret, prêtre orthodoxe, qui a publié Descente vers la résurrection chez Desclés de Brouwer, et puis Juliette Marty-Groléas, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles addictifs, le stress post-traumatique également, et les difficultés émotionnelles. Votre dernier ouvrage chez Erol, 50 exercices pour se libérer des addictions. Alors, ça s'éduque, le fait de ça s'éduque aujourd'hui. On en parlait juste avant de se retrouver à l'instant. François Espéret, Juliette Marty-Groléas, il est difficile de s'éduquer à partir du moment où on est abreuvé de, comment peut-on dire, d'outils de maîtrise du temps automatique, quoi. On n'a pas choisi d'entendre le métro qui nous dit, enfin la voix du métro, comme dirait ma fille, la voix du métro qui nous dit prochain train dans 3 minutes, retard de 15 minutes, etc., etc., etc. Les alertes, ne sont parlé des alertes évidemment sur nos smartphones qui nous indiquent tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans le monde et à 3 km, la météo, enfin tout, et sans oublier non plus toutes les notifications d'alerte des choses qui pourraient nous intéresser à acheter dans la minute ou dans la semaine. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour se contrôler, se maîtriser, mesdames et messieurs? Didier Pleu, c'est quand même pas facile de s'éduquer aujourd'hui. Il faut quand même bien le préciser, hein. Tous ces outils, on n'a pas le choix, ils sont là, ces outils. Alors, comment on fait? Comment on fait? C'est vrai qu'on ne peut pas nier le contexte social, on ne peut pas se dire on va vivre comme au XVIIIe siècle, oui. Mais il faut être très vigilant et dénoncer toutes les choses qui vont malheureusement détruire nos enfants, quoi. Donc Oui. on évoquait tout à l'heure l'équilibre entre le plaisir immédiat et l'hédonisme à moyen et long terme. Donc c'est une transmission. Il n'est pas question de détruire le désir, détruire le plaisir. Moi, je suis un enfant des générations. J'étais ado en 68. Mais on a tout confondu à un moment donné. On a lutté contre l'autoritarisme qui tuait tout ce qui était désir, etc. Et en ce moment, on est dans une société extrêmement permissive et aussi à l'intérieur des familles. Donc moi, je crois qu'il faut commencer. Avant de dire c'est la société qui nous stimule, qui est responsable, etc., il faut remettre un petit peu de discipline dans les familles, non pas pour faire des peines à jouir, mais pour dire aidons les parents à éduquer. Et je suis très inquiet quand je voyais l'autre fois que le conseil qui était donné pour retrouver de l'autorité en famille, c'était que la commission d'experts là, auprès du ministre, c'était de dire allez dans les maisons vertes qui existent en France. Les maisons vertes, c'est de nouveau, l'horizontalité, l'égalité entre enfants et plus âgés, entre enfants et parents, ça n'est pas l'autorité. On est tout le temps dans cette version post-doltoïenne de il faut absolument qu'il y ait égalité entre enfants et parents. Moi, je suis comme Hannah Arendt. L'éducation, c'est pas le développement personnel de l'enfant, c'est l'apprentissage de la réalité. Alors, même si la réalité, elle est adverse et qu'elle est consommatrice et tout, je crois qu'il faut résister. Parents, résistez, vous aurez les enfants qui vont bien s'accommoder au réel et qui sont heureux. Ouais, l'autorité, c'est un mot qui vous fait peur, Juliette, ou au contraire qui semble essentiel aujourd'hui. Est-ce que ça va devenir en tout cas un essentiel si on ne veut pas devenir tous fous? Autorité, ou en tout cas l'idée de mettre un cadre et de pouvoir fixer ses limites, que ce soit les limites de l'enfant, ses propres limites à soi aussi. Et puis du coup, là, de le faire peut-être de façon progressive. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit en consultation avec les patients, d'essayer de se mettre des objectifs qui sont atteignables de limitation de consommation, de limitation des notifications, des choses où rapidement, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont en capacité de faire sans les stimulations, ou du moins avec moins de stimulation, qu'on n'enlève pas effectivement le plaisir, mais on essaye de remettre un peu de contrôle dans ces consommations-là. Ouais, on est plus fragile qu'on le pense et plus fort qu'on le pense. Et vous voyez ce que je veux dire, François Espéret. Dans les deux, on est fragile, bah oui, on est perméable à tout ça. Mais on a aussi, évidemment, la force d'âme et d'esprit pour résister. Et du corps aussi, peut-être. Oui, intéressant de développer là-dessus. Nous devons éduquer nos enfants, et pour à peu près bien les éduquer, il faut nous souvenir que le commandement qui parle de ça dans les 10 commandements ne dit absolument pas aimez votre père et votre mère, ni en s'adressant aux parents aimez vos enfants, mais simplement en s'adressant aux enfants honorez
votre père C'est juste. et votre mère. Donc il n'est pas ici question d'amour alors qu'il en est abondamment question dans d'autres commandements, notamment celui d'aimer son prochain. Donc on doit aimer son prochain et honorer son père et sa mère. Et pour honorer son père et sa mère, encore faut-il que l'un et l'autre, ils soient honorables et qu'ils aspirent à être honorés, donc à être respectés. Donc un père ou une mère qui cède absolument tous les caprices de leur enfant en espérant être aimé par lui, ce qui souvent ne sera pas le cas malheureusement pour eux. Un père et une mère qui font ça, ils empêchent leur enfant de les honorer. Donc ils empêchent leur enfant d'apprendre très tôt à réaliser ce commandement magnifique qui inclut une part d'arbitraire. On honore le fait que par cet homme et cette femme, nous sommes venus au monde. C'est ça qu'il s'agit d'honorer, au-delà de leur personne, au-delà de leur psychologie. Et donc, au tout début de l'éducation, le commandement des 10 qui concerne l'éducation, dit ça. Dit honore ton père et ta mère, honore leur autorité, et en honorant cette autorité, inscris-toi dans une histoire qui te dépasse. Tu as été précédé, tu as été permis par d'autres personnes, et tu es dans le premier cadre, c'est encore une fois un cadre chronologique et généalogique. Et c'est ça qu'on honore. Et on ne parle pas assez de ce commandement et du fait que de manière extraordinaire, il n'est pas réciproque. Là, vous êtes en train de nous dire qu'on croit qu'on possède, mais on ne possède pas, on hérite. On hérite et on est, comment peut-on dire déjà, dépositaire ? On hérite et on honore ceux qui nous ont donné ce que nous avons. On est loin. Cette possibilité de vivre pendant, comme dit le psaume, 70 ans et quelques, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qu'on doit faire. On est loin des années 60, Didier Pleu, là. Oui, mais vous voyez, je vous avais dit que j'étais un adolescent des années 68, mais j'adhère tout à fait à ce que je viens d'entendre, parce que pour moi, le respect de l'ancien, c'est le respect de la tradition. C'est pour ça que je dis toujours aux adultes, mais transmettez, proposez, montrez des choses, etc. Parce que c'est bien l'adulte qui a appris. Et comme on dit, quand quelqu'un a appris, je peux m'instruire. Mais en ce moment, c'est pas l'enfant ou l'ado qui s'instruit auprès du parent, c'est cette espèce d'égalitarisme où écoutez bien ce qu'il a à dire, lui aussi a des désirs, lui aussi a une vision de la vie. C'est trop tôt. Plus tard, il pourra contester des choses, mais l'éducation, c'est le moment de transmission, en respectant bien sûr la singularité de l'enfant, mais ça doit l'emporter sur l'enfant. Voilà la vie telle qu'on l'a vue, voilà ce que j'ai envie de te proposer, et c'est ça qui est honorable, et non pas d'être tout le temps à l'horizontale de l'enfant, espèce de copain, club med, et ça ne marche pas. Oui. Juliette, en effet, où vous positionnez-vous ? Ça vous surprend, cette espèce de prisme biblique pour le coup, mais c'est vrai que c'est intéressant, l'héritage versus la possession et le droit à tout, à jouir en fait finalement, effectivement, les secondes des années 60 en parlent mieux que personne. Je pense qu'effectivement c'est important de garder en tête ces conceptions-là et tout en se disant que oui, l'enfant peut partager ses envies, ses émotions, etc. Mais c'est pas parce qu'il les partage qu'elles doivent être forcément reine ou roi dans la maison, et on peut quand même écouter sans forcément mettre en place les choses, et c'est aussi comme ça qu'on peut apprendre la frustration à être entendu mais pas forcément faire ce que l'autre a envie. Moi j'ai une question pour Didier Pleu et pour vous, Juliette. Est-ce que des enfants qui apprennent très tôt à accepter en tout cas la frustration, seront moins susceptibles de tomber dans l'addiction. Didier Pleu, qu'est-ce que vous en pensez, Juliette? Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Pleu? Tout à fait. Moi, les ados que je vois dans les addictions, ce sont des adolescents ou des enfants intolérants aux frustrations, tout simplement. Quelqu'un qui a appris à différer, à attendre, à pas être tout le temps dans l'immédiateté, va pas forcément devenir un peine à jouir, mais va pas du tout souffrir dès que l'école est trop dure, dès qu'il y a un chagrin d'amour, dès que la vie n'est pas comme il le souhaite, parce qu'il a compris que on va essayer de voir des objectifs de vie, un sens dans la vie, mais tout n'est pas possible. Donc effectivement, c'est un rempart contre toutes les pathologies. Et je suis aussi clinicien et thérapeute pour des adultes, et c'est aussi les mêmes pathologies chez les adultes. On a de moins en moins de gens qui ont des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi. Ils ont surtout des problèmes de « je veux faire ce que je veux quand je veux », quoi. Donc colérique, beaucoup de colérique, etc. Ouais. Donc non, c'est un rempart contre les futures pathologies, d'accepter la réalité, la frustration de la vie, le plaisir, mais aussi la frustration.
Ouais, François Espéré, vos enfants, vous avez vraiment tenu, j'imagine, avec tout ce que vous nous racontez. Alors, transmettre ça, ça n'a pas été facile, j'imagine, mais Si, ça a été facile. c'est vrai. Je suis désolé toujours de le Non, dire, mais écoutez, mais ça a été facile, ça s'est fait naturellement. comment ça se fait que ce soit facile? Parce que vous étiez convaincu qu'il fallait... Moi, j'ai toujours été convaincu qu'un enfant de 3 ans n'avait rien à m'apprendre, hein. Donc j'ai pas Ils beaucoup. n'iront jamais chez Didier Pleu, vos enfants, ça c'est sûr. J'ai pas beaucoup à me forcer. Moi, j'ai jamais été en extase devant mes propres enfants. J'ai jamais été le spectateur d'une espèce de truc comme s'ils étaient des petites merveilles, et ça m'a été assez naturel de les éduquer avec les qualités, les défauts, mais une éducation plutôt cool. Mais moi, j'assume d'être un père à ma place, et j'assume volontiers qu'un jour, ils puissent me faire des reproches sur le père que j'ai été. Ils le font ou pas? Non, pas pour l'instant, mais s'ils le faisaient, ce serait pas grave, parce que un père s'expose aux reproches. Mais s'il s'expose aux reproches, c'est qu'il a réalisé sa vocation de père. Ouais. Il a donné quelque chose, il a éduqué, il a été le visage de ce cadre. Et au moment où ce cadre sera haïssable, alors son visage sera un peu haïssable. Mais moi, je suis complètement en paix avec ça. Et je suis toujours paniqué quand je vois des parents chercher l'approbation dans le regard de leur enfant. Et je pense, bon, c'est toujours un peu pathétique, mais je pense surtout à la souffrance de l'enfant qui est confronté au vertige de voir l'adulte qui devrait lui donner le cadre, lui demander le cadre, c'est-à-dire tout est inversé. Ouais. C'est terrible. Terrible. Donc, et pourtant, c'est ce qu'on voit. Oui, on voit des adultes infantiles chercher pathologiquement les validations dans les yeux de leurs enfants. C'est merdique. Ouais. C'est merdique. Ouais. Voilà, mais après, moi, j'insiste toujours sur le fait que pour un père et pour une mère, l'autorité est naturelle, donc elle est facile à exercer. Ouais, c'est-à-dire qu'un enfant qui fait n'importe quoi, le punir n'est pas difficile. Même s'il y a des colères, même s'il y a effectivement des choses un petit peu impressionnantes quand on est un peu parent inexpérimenté, Juliette, ne pas se laisser émouvoir. Aujourd'hui, ça paraît peut-être plus difficile, sauf pour François Espéré. Non, et pour l'humanité entière. Non, c'est pas François Espéré, c'est pour toutes les civilisations, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une civilisation qui se signale par une incapacité à faire les choses qui sont inhérentes à l'homme, et c'est la civilisation occidentale. C'est ça, la civilisation occidentale. Il n'y a pas de bon sens, au fond. Elle est en train d'échouer, tout en étant dans une grande sophistication technique. Elle est en train d'échouer sur les fondamentaux. Et elle est en train de se détraquer à l'endroit pourtant très simple, très universel, de fabriquer un enfant et de l'éduquer jusqu'au moment où il peut prendre son envol. C'est presque rassurant de vous entendre, je trouve. Hein. Au fond, c'est naturel, bon sang de bois. Ah, mais Dieu veille. Dieu veille. Quand on a la chance d'y croire, effectivement. Vous avez bien raison de préciser, François Espéré sur Radio Notre-Dame IRCF. Juliette, c'est aussi simple qu'il le dit, François, en vrai, quand vous... Alors, j'ai pas l'expérience des 6 enfants. Ouais. Mais je pense que pour certaines choses, effectivement, c'est important de mettre ce cadre-là. Et effectivement, peut-être que l'enfant de 3 ans a rien à apprendre. En tout cas, l'enfant a besoin qu'on puisse lui fixer ses limites et lui imposer des choses. Tout simplement, par exemple, la sieste ou l'heure d'aller dormir. Ouais. Il paraît que c'est un vrai sujet. Hein. Le nouveau-né ne sait pas s'il a besoin d'aller dormir. Il se sent fatigué, mais on lui a pas appris ce que ça voulait dire qu'être fatigué. Il y a juste des signes physiques comme ça de fatigue. Et finalement, c'est à l'adulte d'écouter et à imposer le fait que maintenant, c'est le moment d'aller dormir. Ça peut entraîner des cris, ça peut entraîner des pleurs. C'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est important de pouvoir quand même garder cette autorité-là tout en étant sympa. Ça sert à rien d'aller hurler, mais d'imposer le fait que maintenant, c'est l'heure de la sieste, ou maintenant, c'est la nuit, ou maintenant, c'est le temps pour que les parents soient ensemble. Et de faire respecter ce cadre-là... le plus possible, en tout cas. Ouais, le fait de ne plus supporter, c'est vrai que ça fait partie de notre sujet du jour, hein, la contrariété de l'autre, et à commencer par son enfant Didier Pleu. Ça, c'est un vrai sujet, n'empêche. Hein oui, accepter, c'est ce que je disais récemment dans une interview. Si on est là, comme disait votre invité, pour être aimé par l'enfant, c'est mal parti. C'est pas le but. Le but n'est pas d'être approuvé, aimé, adoré par son enfant. Le but, c'est dans l'éducation, c'est je vais essayer d'épanouir tout son potentiel à mon enfant, mais l'autorité s'apprend parce que ce n'est pas naturel pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'écris ce genre de petits guides, parce qu'il
les gens croient tellement que les parents sont traumatogènes et la psychologie classique depuis 40 ans n'a pas cessé de nous dire que le père est castrateur, la mère est fusionnelle et tout ça, toute cette salade fait qu'on fait des pathologies. Les parents sont sur des œufs. Moi, ça fait des décennies que je dénonce cette hypothèse classique que non, le parent n'est pas traumatogène. Ouais. Et malheureusement, ce que je vois en ce moment, c'est que c'est l'enfant qui est traumatique pour les parents parce qu'il a pris le pouvoir. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait écraser l'enfant, mais il faut rétablir le naturel. Le naturel, c'est que l'enfant est à sa place et qu'il y a une hiérarchie dans la famille, pas d'autoritarisme, une hiérarchie saine, aimante, empathique, mais aussi qui fait preuve de discipline et puis qui exige une certaine obéissance, voilà, du bon sens. Quand on vous entend, ça paraît très 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 simple. Mais c'est vrai qu'avec toute la culpabilité des parents effectivement d'aujourd'hui, où les deux travaillent la plupart du temps, donc ils essayent de rattraper les manques de temps passés avec leurs enfants. Ça, on l'a déjà traité dans cette émission. Et c'est vrai que peut-être, le fait de céder le céder, on entend beaucoup François Espéret. C'est vrai que c'est peut-être moins naturel que ce que vous disiez tout à l'heure. Je sais bien que mais ce qui est on sait bien qu'il n'y a pas 50 Mozart par génération, qu'il n'y a pas des Einstein dans toutes les familles. Ouais. Donc il faut déjà commencer par cesser d'avoir une admiration infantile pour son propre enfant, parce que cet être à qui on cède tout, c'est un être qu'on admire et dont on recherche l'affection, un peu comme si c'était une personne adulte. Mais c'est un très mauvais service à lui rendre. Ouais. Parce que s'il a été éduqué comme ça, comment il va rentrer dans la vie sociale, qui est une vie faite d'énormément de frustration? On est dans une société sursocialisée. Donc si on a quoi sursocialisée? de contrôle permanent de chacun par chacun. On est surencadré. Et donc si on est sous-encadré dans son enfance, l'entrée dans le monde professionnel est problématique. Et à mon avis, c'est, en tout cas dans une ville comme Paris, une source non négligeable d'addiction. C'est le choc thermique entre une enfance sous-socialisée et une vie sursocialisée. Entre une enfance où tout est permis et une vie concrète de classe moyenne où pas grand-chose ne l'est, en réalité. Eh bien, je vous propose de nous séparer encore à nouveau quelques instants en compagnie de Zaz. Je veux tout simplement. À tout de suite. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Et voilà pour Zaz sur Radio Notre-Dame et RCF dans cette émission En quête de sens. À l'heure où nous voulons tout de suite, maintenant, exactement ce que nous désirons, comment cesser de tout vouloir tout de suite. Alors c'est vrai qu'on en parle avec François Espéret, Juliette Marty-Groléas, Didier Pleu était avec nous pendant toute cette première partie d'émission. François Espéret et Juliette Marty-Groléas, vouloir quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose d'émotionnel ou pas dans le fait de vouloir quelque chose tout de suite? Il faut faire la part des choses entre le désir et le besoin. Alors c'est vrai que vous en parlez souvent, François Espéret, c'est peut-être l'occasion de le rappeler aussi, faire une espèce de prise de conscience, besoin, désir, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le mélange, la confusion entre les deux. Alors le désir c'est vraiment très bien, et le désir est à la source de la volonté. C'est-à-dire, il y a un lien entre vouloir et désirer, me semble-t-il. Et donc, quand on dit aux gens qu'il faut apprendre à leur enfant à ne pas tout vouloir tout de suite, c'est justement pour décaper la volonté ou pour purifier le désir. C'est-à-dire, le désir, c'est magnifique. Avec son désir, un homme, une femme vont faire l'essentiel de ce qui est méritoire dans leur vie. Ils vont le faire par le désir. Donc, il s'agit que le désir serve à faire les plus belles choses de l'homme. C'est à ça que ça sert, le désir. On fait nos plus belles choses avec le désir. Et c'est ça qui rend heureux, en fait. C'est ce qui rend heureux, et on considère même, dans une certaine tradition mystique, que la partie supérieure de Dieu, c'est son désir. Qui est supérieur à sa parole. Il crée le monde par sa parole, mais c'est encore plus grand de l'avoir désiré. Par quel mystère incroyable Dieu a-t-il désiré créer le monde. Et comme l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on peut considérer que nous-mêmes, notre désir, est ce qui va nous faire ultimement nous réaliser et nous épanouir. Donc pour que cette force de désir serve à notre épanouissement, à notre réalisation de nous-mêmes ici-bas, il ne faut pas qu'elle soit dérivée et dévoyée vers tout ce qui est mécanique. Addiction, volonté d'avoir tout de suite, ça c'est du mécanique. D'accord. Donc le désir, c'est du mécanique. Le désir, c'est la source de la vie. La source de la vie, elle désaltère l'homme. Mais il faut déconnecter le désir. Pourquoi mécanique? Des pulsions. Les pulsions, des choses mécaniques, des choses non libres. C'est-à-dire le désir, c'est pas quelque chose d'aliéné. Le désir, c'est d'une certaine manière, c'est la source de la liberté humaine. Et si vous adressez la source de la liberté humaine, le désir, à des systèmes de récompense immédiate, vous allez dévoyer ce qui était censé vous rapprocher de Dieu. Ouais. Ça va vous rapprocher de la partie mécanique, de la partie animale, de la partie conditionnée. Les croquettes du chien. Croquettes du chien. Ouais. Est-ce que le désir humain, est-ce que le désir humain est censé aller se nicher à l'endroit du chien et des croquettes? Ouais. Non, il faut libérer le désir humain de ça pour qu'il soit bien adressé, parce que la puissance du désir, quand il va se nicher quand ça va du côté des aliénations, ça donne des grands drames. Ça donne des gens qui finissent par mourir. De l'intérieur. Mourir de la tristesse de découvrir un jour à 30 ou 40 ans que leur désir est intégralement capturé par ce à quoi ils ont souscrit. Ouais, ça vous parle, Juliette? Ce rapport au désir et aux besoins? Justement, il y a des choses où on a besoin de manger pour vivre, on a besoin de boire pour vivre, on n'a pas forcément besoin, François parlait des addictions, on n'a pas forcément besoin de consommer pour vivre. Et effectivement, il y a ce côté mécanique-là dans ces consommations, où à vouloir tout de suite et la récompense immédiate, le désir devient finalement un besoin, avec cette idée de j'ai besoin d'une cigarette pour me détendre, j'ai besoin d'un verre de vin pour passer une bonne soirée. Ouais. Non, objectivement, il n'y a pas de besoin.
Par contre, le cerveau envoie ce message-là de si je ne réponds pas à ce besoin-là, je ne vais pas y arriver. Ou je ne vais pas pouvoir, donc il faut pouvoir le faire tout de suite. Ou j'ai besoin de m'occuper, je ne peux pas m'ennuyer, je ne sais pas faire, je ne peux pas être seule. Finalement, on n'a pas besoin de tous ces stimuli-là et on est capable de réussir à se recentrer sur le moment présent et à effectivement refaire la part des choses entre j'ai envie finalement de ne pas être seule, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire la fête, mais j'en ai pas besoin. C'est plus un plaisir qu'une nécessité en soi. Ouais, et vous savez, c'est comme l'effet quand on a tous su cette... alors, je sais que François Espéret va répondre encore à un truc qui va nous surprendre, mais ça fait rien. L'exemple du portable qui est vide, enfin, qui a plus de batterie, le smartphone dans le train complètement sec. Et là, on s'imagine pendant 2 secondes qu'on va pas réussir à finir le trajet parce qu'on n'a plus de batterie, parce qu'on n'a plus accès à nos notifications, etc. Et en fait, ça se passe extrêmement bien. Vous voyez, en fait, on biaise, c'est malheureusement, toutes ces sollicitations biaisent aussi notre... Effectivement, vous l'avez dit, hein, ça pollue, ça... Vous avez dit quoi tout à l'heure en fait, ça met des espèces de couvertures. Ça dévoie, c'est-à-dire que le mal... le mal consiste essentiellement en un dévoiement du bien, en un détournement du bien. C'est-à-dire le mal, il n'a pas son propre territoire dans une topographie morale. Le mal, il va venir chercher en l'homme tout ce qui est de l'ordre de l'image et de la ressemblance divine pour le dégrader, le dévoyer, le défigurer. Parce que le mal, son ennemi, c'est l'homme. C'est le grand scandale des anges déchus, c'est que Dieu ait créé l'homme. Les anges déchus trouvent ça lamentable, l'homme, cette chose. Pourquoi Dieu lui a communiqué son image et sa ressemblance? Donc, l'idée, ça va devenir défigurer cette image. Donc, par exemple, défigurer ce qui est très beau dans la relation parentale, avec des systèmes d'inversion. Et donc, quand on regarde les trajectoires du mal, ce sont des hommes qui se mettent à se comporter comme des animaux, ce sont des parents qui se comportent comme des enfants et des enfants qui se comportent comme des parents, avec une espèce de jeu d'inversion. Donc, pour ne pas partir dans l'inversion, effectivement, il faut considérer qu'on est dépositaire de quelques lignes dures, que l'humanité se transmet merveilleusement et miraculeusement sous tous les ciels et dans toutes les civilisations, et que, étrangement, nous, qui nous percevons comme à la pointe de la civilisation, nous sommes en train de risquer de perdre. Non pas toute l'humanité, mais nous. Ouais, de nous perdre. Nous, de nous perdre. Ça vous parle de la frénésie du bonheur ou pas? Parce que l'objectif, quand même, il me semble, de tout homme, c'est quand même d'être heureux. Alors là-dedans, le bonheur, on n'en a pas encore parlé dans cette émission. Enfin, si, mais là, le mot bonheur n'a pas encore été placé, boum, sur la table. Juliette. La frénésie du bonheur, c'est quand même une grande quête chez absolument tout le monde, avec cette idée qu'il faut vivre dans le bonheur absolument tout le temps. C'est vrai, c'est une injonction aussi, le bonheur, vous avez raison. Ah bah oui. Et effectivement, on le retrouve en plus dans toutes les publicités, dans le marketing, la nouvelle voiture qui va vous rendre heureux. Finalement, c'est à nouveau pas des besoins nécessaires. Et le bonheur, c'est un ensemble de petits moments où on va prendre le temps de se rendre compte que là, c'était agréable, ou là, j'ai passé un bon moment, là, j'étais joyeuse, là, j'étais heureuse. Et on n'est pas dans un bonheur constant. Ouais. Et si on n'a pas d'autres types d'émotions, finalement, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est joyeux, heureux? S'il n'y a aucun moment, est-ce qu'on est triste ou stressé, pour savoir qu'on est apaisé? Finalement, il y a besoin de cet équilibre-là émotionnel aussi, qui fait cette vie heureuse et épanouie qu'on cherche tous à atteindre. On n'a jamais autant cherché le bonheur, en fait. C'est pour ça qu'on est de plus en plus accro. François Espéret, une époque où on voulait être sain, enfin je schématise, mais aujourd'hui on est vraiment dans l'obsession du bonheur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais il y a un lien, c'est-à-dire la grande aspiration au bonheur, c'est la grande aspiration à l'éternel. C'est-à-dire c'est la flamme qui veut rejoindre sa source en montant. Toujours, la flamme est toujours dans sa direction haute, c'est la partie de l'homme qui veut rejoindre sa source dans l'infini. Mais sauf qu'il n'en est plus conscient aujourd'hui. Il est habité par ce désir, mais avant, il y avait des architectures spirituelles diverses et variées qui lui permettaient de comprendre que son aspiration au bonheur, elle était connectée à du vertical, à de l'infini, à de l'éternel, d'une manière ou d'une autre. Alors qu'aujourd'hui, il cherche l'infini à l'endroit du fini. Et c'est ça qui donne un certain nombre de hiatus. Ouais. Mais je suis quand même, à la fin de cette émission, sur pourquoi veut-on tout de suite.
il y a des choses qu'il est bon de vouloir tout de suite. C'est vrai qu'on l'a pas dit ça. Et Qu'est-ce qu'il est bon de vouloir tout de suite alors? Dieu. Et voilà. Quand le Christ dit « Je te rends grâce parce que tu l'as donné, ce que tu as soustrait aux sages et aux intelligents, tu l'as donné aux enfants », il parle exactement de ça. Un désir absolu, irréfragable, qu'on voit chez les enfants. Ouais. On l'a toujours en nous. Il est orienté vers ce qui nous dépasse, vers le royaume, vers l'éternité. Vous pouvez mettre les mots que vous voulez. Et ça, il faut le conserver. Ça, il faut le conserver. C'est-à-dire, il faut conserver cet esprit d'absolu, dirigé vers le bien. Dans le quotidien, même dans les tâches, besogne. Il faut le conserver dans une partie de nous-mêmes, parce que c'est ça qui fait les héros, c'est ça qui fait les saints, c'est ça qui fait les personnes formidables qui font progresser l'humanité. Cet esprit d'absolu. Et l'esprit d'absolu, pour le coup, lui, il ne faut pas le discipliner. Ce qui va amener quelqu'un à se sacrifier pour une juste cause, c'est quelque chose de l'ordre du maintenant tout de suite. Je ne vais pas laisser ma raison me donner 1000 raisons de ne pas être courageux, parce qu'à cet instant, je vais vouloir radicalement le bien tout de suite. Donc, conservons quand même un petit sommet d'absolu, avec non seulement un droit, mais un devoir d'impatience pour ça. Ça, c'est le nouveau slogan publicitaire de François Espéré dans cette fin d'émission. Comment cesser de tout vouloir tout de suite? Vous diriez quoi, effectivement, pour conclure, effectivement, cette soif d'absolu, ça vous parle, Juliette, aussi, même d'un point de vue profane, ça peut se traduire d'une façon ou d'une autre? Je pense que la quête du bien dans l'ici et maintenant, c'était une bonne fin d'émission. Ouais, se donner effectivement, se consacrer en tout cas à cet absolu. Merci infiniment, chers amis. Je suis ravie de vous avoir reçus aujourd'hui. François Espéré, je rappelle que vous êtes prêtre orthodoxe et que vous avez publié Descente vers la résurrection, un très très bon livre toujours à se procurer aux éditions des Clés de Brouwer. Juliette Marty-Grolias, merci infiniment d'être passée. Psychologue clinicienne et votre dernier ouvrage, 50 exercices pour se libérer des addictions chez Erol. Et puis merci enfin à Didier Pleu qui nous a quittés il y a quelques instants. Enfin, qui nous a quittés pour de bon, mais qui a dû filer il y a quelques instants et qui a publié ce dernier ouvrage, L'autorité éducative, une urgence, chez Odile Jacob. Merci infiniment les amis et très très bonne soirée à tous.